Hello, aujourd'hui on est là pour une revue littéraire. Donc, today on va parler du livre Passagère de nuit de Yannick Lahain. Il y a plusieurs personnages féminines. Donc, dans les années 1800, donc il y a la grand-mère qui a vécu l'esclavage, il y a la mère, il y a ses filles. Et en gros, l'histoire, elle est racontée du point de vue à la fois de la fille, l'aînée, et de la grand-mère qui raconte son histoire. Ensuite, en fait, en deuxième partie, on a un autre personnage qui s'appelle Regina. Et moi, je croyais que Regina, c'était Elisabeth, l'aînée. Ce qui est bizarre, c'est que bah, leur histoire, elle se rejoint tellement que je comprends pas. Et en fait, c'est juste que c'est son aïeul, hein. Je croyais que il y avait il y avait qu'une seule histoire et que c'est juste qu'on connaît le récit de la grand-mère, un peu du récit de la mère, et que en fait, Elisabeth, elle avait juste changé d'identité quand elle a dû partir en Haïti. Sauf que c'est pas du tout le cas en fait. Là, le résumé, voilà, enfin, c'est un peu bizarre. Mais ce qui est bien, c'est que ben, on a vraiment beaucoup d'éléments de la culture haïtienne, on a du créole, on a du français également, voilà. On a différentes classes sociales. Euh, Dans cette histoire, il est question de colorisme, il est question d'esclavage, de la douleur du passé, et c'est raconté de manière tellement poétique. Chapeau à l'écrivaine qui a écrit ça et qui a gagné le prix Femina 2014 pour Bain de Lune. Donc, je ne sais pas, ça équivaut à quoi. Elle a enseigné au Collège de France, donc elle a une chaire là-bas. Je sais plus ce que ça veut dire avoir une chaire. Ouais, du coup, en fait, c'est comme si, en fait, t'étais docteur. Voilà, t'étais docteur de, genre, un peu comme les professeurs, tu vois, émérites. Et ben, c'est ça. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de localités, Port-au-Prince, plein de vocabulaire, des expressions. On a vraiment un vocabulaire, mais vraiment tellement, tellement riche. D'ailleurs, je vais vous lire le glossaire avant que vous puissiez profiter des quelques chapitres que je vous ai énoncés. Il y en a quand même pas mal. Je vais essayer de ne pas faire la même chose pour le prochain roman que je vais vous présenter parce que lire autant en une heure, c'est juste horrible en fait. C'était horrible, j'avais presque perdu ma voix. Ce qui est bien, c'est qu'il s'agit de voyages, il s'agit de femmes, de douleurs liées au cal du bateau négrier, l'indépendance en Haïti, la première République noire. J'ai appris pas mal de choses en fait. J'ai appris que apparemment, quand Haïti est devenue la première République noire, beaucoup de Noirs américains qui venaient du coup du nord d'Amérique euh, ont décidé de s'installer en Haïti parce qu'ils trouvaient ça génial, en fait, qu'une république noire soit créée, en fait. Et en fait, moi, je pensais que les Noirs américains, genre, ils étaient juste restés là où ils étaient, que... Voilà, en fait, moi, je pensais pas qu'il y avait eu autant de migration euh, suite à la fin de l'esclavage. Et en fait, j'ai trop kiffé le petit passage sur tout ce qui est pirate, corsaire, la rencontre avec le corsaire, donc dans la partie 2 donc l'histoire de Regina. Maintenant que je sais que Regina n'est pas Elisabeth, eh ben, j'ai trouvé ça hyper passionnant, mais j'ai pas pu la lire parce que en fait, fallait que je choisisse, fallait que je sélectionne les passages, mais je vous conseille tellement, tellement, tellement Passagère de nuit. On voit comment des femmes qui se font maltraiter se sentent obligées de partir de leur lieu d'habitation en pleine nuit, la majorité du temps. Des fois, c'est en pleine journée. C'est quelque chose de palpable, en fait. C'est particulier. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que vraiment, l'histoire d'Elisabeth et de Regina, elles s'entremêlent, on dirait la même personne. En fait, c'est bizarre. Pour vous expliquer, Elisabeth, elle a dû quitter la Louisiane parce elle a failli tuer un homme. En fait, elle a tenté de tuer un homme qui est riche, qui, qui était un peu, le meilleur. Enfin, là, ils disent meilleur ami du père, mais en fait,
ben, quand tu lis l'histoire, tu te rends compte que c'était pas son meilleur ami et que, en fait, le mec, il tenait le mec par les yeux parce que, bah, en fait, le père, je sais pas s'il lui devait un truc. Il faisait chanter le père d'Élisabeth, qui est l'aîné de la famille, je sais plus c'est quoi le nom de famille. En tout cas, il s'agit de V colonial, donc de viol colonial, de, de, de maltraitance entre noirs, voilà. Et j'ai trouvé ça poétique et très bien illustré parce que, chose que beaucoup de noirs ne savent pas, mais pendant l'esclavage, il y a eu des périodes, notamment vers la fin de l'esclavage, ou au milieu, tu vois, notamment dans les années 1700-1800. Donc, il y a eu les débuts des affranchissements, donc surtout au XVIIIe siècle. Donc, quand les esclaves noirs étaient affranchis, il y en a beaucoup qui soit étaient obligés en fait de retravailler dans les exploitations, mais ils étaient payés, une misère, mais ils étaient payés quand même. Ou bien certains, on leur donnait carrément une habitation où ils pouvaient vendre des choses, ils pouvaient... voilà, ça c'est surtout les nègres de talent, mais soit c'était des affranchis, soit c'était des, euh, des noirs qui appartenaient toujours à une habitation. Donc, un habitant, c'est un colon. Donc, ils appartenaient à une habitation, à une plantation. Ils avaient quand même une certaine autonomie parce qu'ils avaient le droit de vendre des choses. Ils avaient le droit de fabriquer des choses. On appelait ça des nègres de talent. Ils étaient à la fois esclaves et à la fois auto-entrepreneurs, littéralement. Genre, c'est lunaire quand j'ai appris ça. En fait, il y a trop de trucs que j'ai appris en histoire que j'ai trouvé loufoques, je vous assure. Notamment le fait que certains des affranchis, qui étaient des noirs, beaucoup de mulâtres, donc beaucoup de métis, euh, nés bien sûr de viol, toujours. Enfin, c'était pas de l'amour, hein. C'était pas de l'amour. Faut pas romantiser certaines choses. Certains affranchis et certains mulâtres, notamment, avaient des plantations, donc on leur laissait des plantations où ben, ils trouvaient le moyen d'avoir un commerce. Et en gros, il y en a beaucoup qui détenaient des esclaves. Deux esclaves, ça pouvait être beaucoup d'esclaves en fonction de la richesse de l'affranchi. Donc, je pouvais avoir littéralement des noirs qui avaient la même peau que leurs esclaves et qui étaient parfois aussi cruels que les blancs. Ce livre, il retranscrit énormément, enfin, précisément ce genre de comportement et notamment par les protagonistes, ce qui explique que c'est de la haine de soi en fait. Donc en fait, il y avait déjà pour certaines personnes ce petit truc de je sais qu'elle me déteste parce qu'elle se déteste elle-même, tu vois. Après, je sais pas si c'était aussi développé à l'époque, si certaines personnes avaient le temps de penser à ça entre des coups de ceinture, des coups de fouet, etc. Et voire même parce qu'en fait, il y a des trucs de fou qui sont passés parce il y a des affranchis carrément. Et là, il y a un passage dans le livre, je sais pas c'est quel passage, mais il y a un passage qui explique bien ce, la fragilité d'être affranchi, la fragilité d'être libre, même légèrement après l'esclavage. Il y avait quand même une certaine fragilité quand tu étais noir. Donc, il y en avait certains qui étaient riches parce qu'ils s'étaient mariés avec des blancs, ils s'étaient mariés avec des noirs qui avaient un certain talent dans les affaires, etc. En fait, tu apprends des choses que tu comprends. En fait, tu comprends comment maintenant nos sociétés noires sont organisées et pourquoi, par exemple, il y en a certains qui sont très portés vers les études, etc. Des études beaucoup plus prestigieuses. Parce que, bah, en fait, il y avait déjà ce truc-là chez les esclaves, chez les Noirs, de tout temps, en fait, de tellement impressionner leurs agresseurs que carrément on leur dit, mais en fait, tu n'as pas vocation à aller travailler dans les champs parce que tu as trop de talent, en fait, par rapport aux autres. Il y a ce truc-là de avoir un papier d'identité. Déjà, quand tu étais esclave, tu avais un papier d'identité. Quand tu étais esclave affranchi, donc tu es quand même considéré comme un esclave parce que tu es anciennement esclave.
mais en gros, toi, tu te considères comme libre parce que tu peux voguer de chemin en chemin. Mais c'est pas si facile. Tu as un papier, tu dois te balader avec ce papier. Donc, c'est comme quand tu te balades avec ta carte d'identité, sauf que c'est comme un mouchoir, en fait. C'est un papier fragile. Donc, il faut pas qu'il soit mouillé. Il faut pas qu'il soit déchiré. Il faut pas, limite, des fois, en fait, il y avait des blancs qui se permettaient de venir te demander ton papier d'affranchi pour justifier le fait que tu aies une activité professionnelle, pour justifier le fait que tu te balades sans chaperon, sans ton maître en fait. Et ben, des papiers d'affranchis qui ont été mis en pièces et donc des noirs qui ont été obligés de retourner dans les plantations, soit la plantation où ils étaient affiliés, soit dans une autre plantation. Ben voilà, en gros, c'est comme, ben, en fait, c'est comme un énième kidnapping de ta personne. Je vous épargne toutes les fois où il y a des gens qui se sont enfuis des plantations, donc des êtres humains comme toi et moi, pour créer des communautés dans les forêts, dans les montagnes, etc. Parce que les terres où on a pratiqué l'esclavage, c'est des terres qui ont beaucoup de lieux, euh, un peu moins aujourd'hui parce que ça s'est beaucoup modernisé, mais à l'époque, il faut se dire, genre, il n'y avait pas autant de villes. Il y avait énormément de forêts. C'était beaucoup plus, j'ai failli dire facile. Non, non, c'est pas facile parce qu'il faut trouver de la nourriture une fois que tu es dans la forêt. Il faut pas te laisser prendre parce que en fait, ils pouvaient pas se permettre de perdre un seul esclave, tu vois. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'en fait, on a trouvé de tout. On parle aussi du carnaval. Euh, Parce que bah, autant de l'esclavage, autant après l'esclavage, le carnaval a toujours été quelque chose d'important, tu vois. Et c'est encore important aujourd'hui, tu vois, dans les différentes cultures, même en Afrique. Moi, honnêtement, je savais pas qu'en Afrique, il y avait des carnavals. Je savais pas qu'il y avait des festivals spirituels, religieux, etc., des spiritualités africaines. Genre le carnaval ou non, c'est pas un carnaval, mais le festival du vaudou. Mais je savais pas que ça existait, la fête du vaudou et tout. En fait, des festivals, ça existe depuis le continent, en fait, le continent africain. C'est dingue. Et ça s'est reproduit. Et je pense que c'est des trucs qui existaient également à l'époque précoloniale chez les Amérindiens. Et ça existait également chez les Africains à l'époque. Ça existait également au Moyen Âge européen également, tu vois. C'est des pratiques, en fait, qui se sont reproduits, qui se sont un peu améliorés, etc., en fonction des moyens, en fonction également du savoir-faire des Noirs qui est juste exceptionnel. Genre, je vais vous mettre des petits exemples, mais c'est de plus en plus beau, en fait, les tenues de carnaval. On a tout ça également sur le continent africain. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est les Noirs qui osent dire que c'est des pratiques qui ont été ramenées par les colons. Alors oui, il est vrai que le carnaval existait au Moyen Âge, mais c'était chez des populations pauvres, tu vois. En fait, le carnaval, c'est une pratique que les populations qui sont assujetties, qui sont euh, martyrisées constamment, c'est-à-dire les petites gens, créent pour trouver le bonheur, en fait, réintégrer son corps, s'échapper de sa réalité qui est difficile. C'est les seuls moments, en fait, où tu peux être bien. Il y a également la place du rire, rire de sa souffrance, rire dans la souffrance. Des théoriciens qui ont expliqué pourquoi les Noirs et pourquoi beaucoup de peuples qui ont été opprimés ont cette tendance à beaucoup rire fort, à parler fort, etc. Parce qu'en fait, vos ancêtres, nos ancêtres, ils n'avaient pas le droit de parler fort. Ils devaient baisser la tête, ils devaient fermer les yeux, baisser les yeux quand ils voyaient quelque chose qui n'allait pas, quand ils vivaient les châtiments publics. Euh, c'est un truc très européen en fait de châtier des gens publiquement avec la guillotine, etc. Ils ont ramené ça en Amérique. Le fait d'exécuter des esclaves devant d'autres esclaves noirs, le fait de faire du mal en fait à des gens de manière impunément, mais en public, tu vois, pour créer une humiliation publique et pour créer de la peur, tu vois. Et la seule manière pour, même au temps de l'esclavage, les esclaves, quand c'était le soir,
ils rigolaient, ils dansaient, tu vois, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et en fait, les colons, au début, ils réprimaient cela, en fait. Mais après, ils ont fini par se dire, c'est juste des sauvages. Ils ont besoin de ça pour... si ça leur permet de travailler de manière efficace, le lendemain, on les laisse. Ils laissaient également les Noirs, même au temps de l'esclavage, faire leur carnaval, singer les colons, porter les tenues des colons. Juste, c'était le temps de une ou deux, voire même 3 jours. Et après, ben, ils redevenaient, tu vois, des esclaves. Et qui est bien expliqué dans ce livre. Et franchement, lisez ce livre. Même si vous avez la possibilité de l'emprunter, faites-le. L'oppresseur a peur de l'opprimé, mais il a besoin que ce soit l'opprimé qui ait plus peur de lui. Parce que, en fait, c'est comme quand une personne est jalouse de toi. Elle a besoin que toi, tu sois plus bactère. Parce que, par jalousie, genre, elle a besoin que tu sois plus bactère. C'est toi qui as les ressources, c'est toi qui as la beauté. J'ai besoin que tu sois plus bactère, tu vois. Et c'est stupide parce qu'en vrai, tout le monde peut construire sa beauté. Il n'y a rien qu'à regarder les gens qui subitement ont de l'argent et finissent par embellir parce qu'ils ont pris soin d'eux grâce à cet argent, tu vois. Ils ont décidé de prendre soin d'eux. Bon, il y a certains, ils ont fait de la chirurgie, ça va plus vite. L'opprimé, s'il ne fait pas gaffe, comme dans cette histoire, il va commencer à se détester, ou il peut avoir, au contraire, une fierté extrême d'être qui il est, de tenir de gens qui ont souffert et qui se sont quand même relevés, tu vois, qui ne sont pas morts de cette souffrance, qui ont fini par mourir, certes, mais ils m'ont donné naissance. Alors pourquoi est-ce que moi, j'aurais pas cette fierté, tu vois? Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'Antillais, beaucoup de Noirs américains ont cette fierté-là. Ce qui est bien aussi, c'est que ce livre, en fait, il retranscrit beaucoup de faits réels, que ce soit les différents présidents qui ont succédé Toussaint Louverture et Dessalines en Haïti. Là, on n'est pas encore au moment de la dictature. Là, ça s'arrête dans les années 1880, un truc comme ça. Donc voilà, vous allez découvrir avec les audios. Alors, on va lire tout de suite le glossaire que j'ai trouvé. En fait, j'ai même pas lu parce que je me suis dit, je vais lire avec vous. Tu vois, je vais apprendre le créole avec vous, quoi. Alors, assotor, gros tambour en peau de bœuf, utilisé lors des cérémonies vaudou. Baleine, bougie faite à partir de graisse de baleine. Banza, lutte à caisse de résonance en gourde et à 4 cordes. Baya onde, allié. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Béni péché, mariage catholique et religieux après de longues années de vie commune. En fait, c'est du concubinage. Bon ange, dans le vaudou haïtien, l'âme est divisée en 2 parties. Le petit bon ange ou petit bon ange définit le caractère et la volonté, alors que le gros bon ange dirige les fonctions biologiques. Ok. Donc un peu comme l'esprit et le corps, quoi. Kalenda, danse rapportée d'Afrique par les esclaves noirs, pratiquée dans les colonies françaises d'Amérique et bannie pour indécence au XIXe siècle en Louisiane et aux Antilles françaises. Encore une de nos danses qui a été interdite, un peu comme le merengue, euh, la capoeira, etc. Mais là, je pense que c'était jugé trop sexuel, quoi. Tu vois. Alors, Carolus, monnaie frappée sous Charles VIII. Caïmite, fruit tropical de couleur mauve. Ok. Chadec, variété de pamplemousse. Cher maître, chère maîtresse, c'est un noir Non, mais c'est quoi? Je comprends pas en fait. Qu'est-ce que c'est? Cher maître, chère maîtresse.
Ok, donc en fait, moi, je vois ça comme un acte d'affranchissement qui rend le noir libre de tout asservissement et qui a le droit et le pouvoir, en fait, de travailler pour lui-même et de, en gros, comme ce que je vous avais dit, les nègres de talent, ceux qui pouvaient faire du commerce, etc., qui n'avaient pas de maître ou maîtresse, quoi. En gros, t'es maîtresse de toi-même, quoi. Chevaucher, être possédé par une divinité, un Loa, ça je le savais. Un Loa, pardon. Chouquette Larousse, plus petite autorité dans les campagnes. Donc c'est un peu un chef-taine, enfin, qu'est-ce que je disais quand même. C'est un peu comme un chef de tribu ou le chef d'une petite localité, quoi. Chrétien vivant, être humain. Ok. Deyeddo, Philanthus niruri. Je pense que ça doit être une plante, un truc comme ça. Dodine, fauteuil à bascule. Non, ça, j'avais compris que c'était ça. Feuille-loup-garou, donc c'est une... C'est en fait, il y a beaucoup de rimédrasiers, il y a beaucoup de plantes qui, qui soignent. En gros, la pharmacopée, en fait, elle est présente dans l'histoire, en fait. En fait, c'est vraiment genre Haïti et la Louisiane dans leur forme très naturelle, mais aussi tout ce qui est en rapport avec les politiques et le social, tu vois. Et c'est très bien parce que voilà, on voit un peu comment les histoires d'amour, les histoires de viol se passent, etc. Euh, le fait que finalement, bah, tu ne sois pas forcément toujours totalement libre, même quand on t'a affranchi, tu vois. Il y a toujours des fois un lien avec l'habitant, quoi. L'habitant, l'esclavagiste, chez lequel une personne noire a vécu en tant qu'esclave. Euh, Govi, poterie en terre cuite, utilisée pour les rituels, elle contient les esprits vénérés. Grande, grand-mère. Griffet, non, griffe, une variante de peau, des peaux à couleur claire. Ok. C'est comme, en fait, c'est comme en Amérique latine, il y a différents types de métissage et ils ont tous un nom, en fait. C'est-à-dire que métissage indien-noir, ça va avoir un nom. Métissage blanc-noir, ça va avoir un nom. Blanc amérindien, ça va avoir un nom. Et là, du coup, pour le coup, c'est une sorte de métissage, voilà. C'est une sorte de couleur, de ton chabin, en fait, de teinte de peau chabin. Alors, Ougan, c'est le prêtre vaudou, of course. Unsi, initié dans le vaudou. Kouri, des bandades. Lakou, espace d'habitation de la famille élargie. Ok. Loa, divinité de la religion vaudou. Bon, beaucoup de vaudouisants disent que ce n'est pas une religion, donc on va dire spiritualité. Malanga, Chou Caraïbe. Maîtresse tête, divinité qui domine dans un panthéon personnel. Ok, donc en gros, c'est la divinité à laquelle tu es consacré, en fait, qui, en gros, voilà, dans certaines religions, notamment spiritualité, notamment la spiritualité vaudou. Euh, Malfini, oiseau de proie. Je sais pas du coup si c'est une insulte ou si c'est un oiseau, littéralement. Mambo, prêtresse vaudou. Médecin, ok, médecin, plante médicinale utilisée dans les rituels vaudous, aussi connue sous le nom de médecinier purgatif. Donc c'est un peu comme un rimédrasier en fait finalement. Mirliton, Christophine ou chayotte. Ok, ça je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est peut-être une plante, je ne sais pas. Non-vaillant, c'est le nom rituel donné à un Ougan ou à une Mambo à la fin de son initiation. Plaçage, forme d'union matrimoniale. Potomitan, pilier central du péristyle vaudou, par où descendent les divinités. Guénep, fruit rappelant le litchi. Ok. Thibaume marron, plante. Tignon,
coiffe nouée en turban autour de la tête. Vévé, dessin représentant une divinité vaudou. Juste sur le plaçage, donc on dit d'une femme qu'elle est une femme placée en Haïti. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, au 19e siècle, une femme placée, c'était en gros la maîtresse. Donc, comme la sidekick, en fait, c'est ça. Mais sauf que là, c'est pas juste une maîtresse, genre juste une meuf avec qui tu fais des bails, en fait. La femme placée, c'est carrément une maîtresse que tu vas entretenir. Genre, en gros, parce qu'à l'époque, ils avaient le souci d'entretenir leur maîtresse, tu vois. De vraiment, genre, en gros, de te mettre bien, de te mettre carrément dans une maison. Et moi, franchement, j'étais choquée de savoir que ils pouvaient aussi facilement avoir une maison. Est-ce que c'est juste le récit qui rend ça facile ou est-ce que c'est juste que c'était une certaine époque et donc du coup forcément ben, on leur donnait plus facilement des maisons parce que ben, forcément leurs aïeux les avaient construites, je sais pas. Même un maître esclavagiste pouvait décider de donner une habitation à un esclave affranchi, genre quand il signe ton affranchissement, il écrit, il déclare que tu es libre, et ben en fait il peut te donner une petite échoppe, il peut te donner aussi une maison. Euh, il y en a certains qui n'en avaient rien à faire et qui te laissaient à toi-même en fait, et donc tu te débrouilles en fait. Mais il y en avait d'autres, tu vois, qui étaient plus cléments, tu vois. Surtout quand la femme, par exemple, elle portait son enfant, parce que eux, ils aimaient bien faire des bails avec les femmes noires, hein, enfin, comme aujourd'hui, hein. Mais là, à l'époque, il y avait vraiment des vrais rapports de force, tu vois. Et elles n'avaient pas le droit de dire non. Donc là, c'était le cas où, par exemple, bah, si c'est ton enfant, c'est son enfant que tu as mis au monde, en général, il va s'occuper de toi comme si tu étais sa maîtresse, tu vois. Et femme placée, dans le cadre d'une union entre noirs, en fait, ça va être genre le mec, il est marié, un peu comme l'habitant, l'esclavagiste, qui a sa femme blanche. Mais lui, genre, il a sa femme, et en fait, il vit chez sa femme, mais il vit chez toi aussi. En gros, c'est-à-dire que il peut lui arriver de dormir chez toi, etc. Mais en fait, il vit pas pleinement chez toi. Et en général, s'il aime vraiment sa maîtresse, dans l'histoire, il y a plusieurs cas où ça s'est passé. S'il aime vraiment sa maîtresse, il peut décider de finir sa vie dans la... Enfin, en gros, de décider un beau jour d'aller vivre carrément, pleinement chez sa maîtresse et de laisser à l'abandon sa femme. Ce qui est dingue. C'est triste pour la femme qui était là avant, mais en fait, à cette époque-là, en fait, c'était mieux d'être une maîtresse, hein. Je vais pas te mentir, être une femme mariée, tu vois pas souvent ton mec, il est tout le temps chez sa maîtresse, enfin, c'est chaud. En tout cas, et il faisait ses enfants avec la maîtresse, il n'y avait pas de préservatif à l'époque, et en plus de ça, bah, en fait, il traitait ses enfants, tous les enfants, l'homme haïtien, en fait, il traitait les enfants de sa femme et les enfants de sa maîtresse de la même manière. Et en général, ils avaient peut-être plusieurs maîtresses, mais en général, ils avaient surtout une maîtresse parce que bah, c'est beaucoup, ça demande beaucoup de moyens d'entretenir plusieurs maîtresses en fait. Parce que carrément, il t'achetait une maison en fait, genre à l'époque, juste après l'esclavage, genre, ou même vers la fin de l'esclavage, ils faisaient ça en fait. Et aujourd'hui, bah, en fait, on ne fait pas ça pour vous en fait. Donc, vous n'avez aucune satisfaction à être maîtresse en fait à l'heure actuelle. Des œuvres de la même autrice, donc on a L'exil entre l'ancrage et la fuite, l'écrivain haïtien, donc aux éditions Henri Deschamps, donc 1990, c'est un essai. Ensuite on a Tantrésia et les dieux, c'est une nouvelle, donc publiée par l'Harmattan. Ensuite on a La petite corruption. Donc, c'est plusieurs nouvelles en fait. À chaque fois, c'est plusieurs nouvelles. Donc, aux éditions Mémoire, donc toujours de la même autrice, en 1999. Tantrésia et les dieux, c'était 1994. Et Dans la maison du père, c'est un roman sorti en 2000, édité par Sabine Westpieser.
En fait, il peut y avoir un ou plusieurs éditeurs, tu vois, mais l'éditrice qui a édité ce livre, donc Sabine Westpitzer, elle croit beaucoup en cette autrice et elle a édité une bonne partie de ses livres en fait. Alors, La folie était venue avec la pluie, sorti dans les presses nationales d'Haïti à Port-au-Prince en 2006. La couleur de l'aube, roman, édité par Sabine Westpitzer en 2008, sorti en poche en 2016. Donc il a été réédité plusieurs fois. Enfin, il a gagné un prix également en 2009, le RFO. Faille, donc ils disent que c'est un récit, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais toujours édité par la même éditrice. Guillaume et Nathalie, en 2013. Bain de lune, roman qui a gagné le prix Féminin 2014, sorti en 2014, mais réédité, je crois, en 2015, un truc comme ça. Douce déroute, roman sorti en 2018, et réédité par Point en 2019. Donc, L'oiseau par cœur dans la nuit, sorti en 2019 et réédité en 2020. Littérature haïtienne, urgence d'écrire, rêve. Attends, urgence d'écrire, rêve d'habiter, leçon inaugurale, donc sorti au Collège de France, donc publié au Collège de France et édité par Fayard en 2019. Passagère de nuit, ce roman qui est sorti donc en 2025. Voilà. Donc, vraiment, il est sorti l'année dernière. C'est le catalogue de ce que Sabine Westpitzer édite. Donc Tableau noir de Michel Lesbre, Mauvaise herbe de Dima Abdallah, Sous le ciel des hommes de Diane Meur. Donc ça, c'est les titres de livres et les auteurs et autrices. L'ami de Tiffany Tavernier, Fiona Kidman pour le livre Albert Black, Claire Keegan pour le livre Ce genre de petites choses, Paria de Beyrouth, Suite en do mineur de Jean Materne, James et Nora d'Edna O'Brien, L'absence de tout bouquet de Catherine Mavrikaki, Milwaukee Blues de Louis-Philippe d'Alembert, Sage-femme de Marie Richeux, Les lanceurs de feu de Jan Carson, Vertige de l'hélice de Vincent Borel, Bleu nuit de Dima Abdallah, Robert Sittaler qui a écrit Le dernier mouvement, Personne ne nous verra de Conor O'Callaghan, Entre toutes les femmes de John McGahern, Misogynie de Claire Keegan, Mes fantômes et moi de Gabriel Byrne, Sarah Jolien Fardel qui écrit sa préférée, Nous nous aimions de Ketevan Davrichewi, L'obscur de John McGahern, Pleine et douce de Camille Froidevaux Méterier, Pleine et douce, non, qui écrit Pleine et douce, je sais pas si Jan Carson qui écrit Les Ravissements, Michel Lesbre ou Lèbre, autrice de La Furieuse, Il n'y aura pas de sang versé de Marilyn Desbioles, Generator de Rémi Gremaud, Edna O'Brien qui écrit Femme de Joyce, Jour de naissance de Marie Richeux, Une histoire romaine de Louis-Philippe d'Alembert, Les faiseurs d'anges de Martine van Woerkens, Le café sans nom de Robert Sittaler, Pour qu'il soit face au soleil levant de John McCarren, En vérité Alice de Tiffany Tavernier, ça me dit quelque chose. De plomb et d'or de François Jonquet, Les eaux du Danube de Jean Materne, Le cratère d'Ariel Buteau, Paysage au hangar de Marilyn Desbioles, L'oiseau des Français de Yasmina Yassine, Le pornographe de John McCarren, La Graffe de Marilyn Desbioles, Le fantôme de la banquette arrière de Jan Carson, Edna O'Brien qui écrit Country Girls, La longe de Sarah Jolien Fardel, Journée d'adieu de John McGahern, D'une rive l'autre, Dima Abdallah, de Dima Abdallah, Dans une autre vie de Yasaman Montazani, Dans la maison du père de Yannick Lahan, donc l'autrice qui a écrit cet ouvrage, Passagère de nuit, donc cet ouvrage, Officier radio de Marie Richeux, et enfin Catriona O'Sullivan qui écrit Pauvre. Donc merci de m'avoir écouté. Là je vais vous spoiler parce que je vais lire des passages clés du livre, donc forcément je vais vous spoiler, mais je pense que des fois vous n'allez pas trop comprendre les pages, et c'est pour ça que j'ai lu quand même plusieurs pages en fait. Je sais pas si ce que je fais c'est une atteinte au droit d'auteur, mais si ça pose problème à un moment donné, je me mettrai en privé, donc les personnes qui pourront voir cette vidéo, bah écoutez, tant mieux pour vous. Ok, bonne nuit, je suis fatiguée. Page 60 à 64.
Parlons plutôt de mon arrivée à la Nouvelle-Orléans. Le père de Camille et sa famille avaient rejoint la Nouvelle-Orléans une semaine avant notre arrivée. Rochelin m'a même aidé à les faire fuir dans la nuit au milieu des champs de canne infestés d'immenses rats parsemés de pièges placés par les insurgés. Rochelin l'a fait pour Camille, pas pour moi. En décidant de partir, j'avais perdu toute estime à ses yeux. Mais Camille ne devait pas payer pour ma lâcheté, m'a-t-il dit avec un air de dépit. À l'intérieur, c'est un grand trou qui saigne. Je laisse couler ce sang pour qu'il me rachète, pour qu'il me permette de poser un pied après l'autre. Grand-mère chercha ses mots, regardant au loin ceux enfouis dans un creux de l'intérieur, d'un autre creux à l'infini, et contre toute attente, elle évoqua à nouveau le poison. Et pour le poison, même si nous l'avions fait, jamais je ne l'aurais dit. C'était une manière, comment vous dire, une manière de détenir le pouvoir. Ce pouvoir, elle a peur de celui qui te blesse, qui t'écrase, t'humilie jour et nuit. J'ai connu des maîtres et des maîtresses qui ont été empoisonnés. L'idée que grand-mère avait pu châtier quelqu'un ne me déplaisait pas et me rapprochait d'elle à son insu. Tu ne nous as toujours pas dit comment tu as rencontré notre grand-père, demanda Sarah Jane, qui s'attendait sans doute à un conte de fées. Tu veux vraiment savoir? Un jour, alors que j'étais venue dans la cour derrière la grande case pour attraper une poule qui s'était échappée du poulailler, la maîtresse me remarque. Elle m'appelle alors qu'elle est assise sur sa véranda, me jauge d'un rapide coup d'œil, appelle monsieur Delvaux, le commandeur chargé des achats d'esclaves, afin qu'il m'examine plus en profondeur. J'ouvre la bouche. Il apprécie la blancheur de mes dents. Il me soulève en me tenant par les aisselles et me trouve trop maigrichonne pour les champs, mais assez musclée pour servir dans la maison du maître. Figurez-vous, monsieur Delvaux, que j'aime bien son sourire. Cela me fera du bien d'avoir cette jeune personne à mon service. Qu'elle commence à la cuisine. Mathilde, notre intendante, la confiera à Georgette, la cuisinière. C'est dans cette habitation que j'ai appris comment mettre un couvert, préparer du pain, des plats de porc épicés, du ragoût de patates douces, du gibier à servir des fruits avec du miel. J'ai eu du mal, les premiers temps, en découvrant ce monde si éloigné du mien. Mais les quelques réprimandes verbales de Mathilde et la lanière du fouet, assénée par Georgette, me firent très vite comprendre que je n'avais pas le choix. C'est ainsi que je suis devenue une esclave domestique et que je me suis liée d'amitié avec Agnès, la fille de Mathilde, que nous appelions Zaza. Elle avait le don de faire de chaque plat une fête et deviendrait la reine de la cuisine. Elle était mon amie, ma confidente, ma sœur. Ma mère me laisse partir contre son gré, mais ne peut rien. Après quelque temps, la maîtresse, décidément ravie de mon sourire, me demande de faire désormais fonctionner son éventail sur la véranda. J'ai appris comment rapidement tirer sur la corde qui faisait bouger les palmes et mettait toutes les forces de mes frêles bras pour éventer le maître et la maîtresse et leurs hôtes. Ce fut l'une des tâches les plus épuisantes que j'ai eu à accomplir. Je craignais toujours que mes pieds quittent le sol et que je me retrouve suspendue dans les airs et sujette aux moqueries et réprimandes de ma maîtresse. Quelque temps après, ma maîtresse a décidé que je devais abandonner l'éventail et servir à table. Quand ils mangeaient, quand ils avaient des convives, je devais réagir rapidement au moindre claquement de doigts du maître et de sa femme. Je montais dans l'échelon de la servilité. C'est Mathilde qui m'enseigna tout. Comment servir à table en me plaçant derrière les invités, comment être attentive à leurs besoins sans les importuner. Et le soir venu, cette mulâtresse de grande taille, la tête toujours ceinte de beaux turbans de madras, m'apprend comment repriser des vêtements, coudre un ourlet, monter les manches d'une robe. Là, je découvris enfin une activité qui me plaisait et dont je me suis servie pour être celle que je suis aujourd'hui. Mais franchir le seuil de la maison principale, celle des maîtres, c'est ouvrir un immense sac dans sa tête. Dans ce sac, tu as déjà tout ce que tu as appris de ta mère.
qui elle-même l'a appris de sa mère. Et ce que ta condition d'esclave t'a enseigné, tu le caches bien au fond du sac pour le recouvrir du savoir du maître. Tu feins d'aimer dans ce savoir jusqu'à ce qu'il t'humilie, te nie, t'efface parce que le maître est persuadé que tu ne sais rien et que tu n'es rien. Alors tu le laisses à sa foi trompeuse. Cette foi fait ton affaire. Son ignorance est ta force parce que tu connais son monde et le tien. Tu as cette longueur d'avance-là. Et puis le savoir au fond du sac t'apprend à endurer, à te taire, à obéir aux ordres et à offrir ton dos au fouet et accumuler tout ce que les yeux peuvent voir, les oreilles entendre et la chair subir. Parce que ta vie peut dépendre d'une mimique, d'un rictus, d'un geste involontaire, d'une parole de trop. À ce moment-là, tu envoies ton âme encore plus loin au fond du sac pour qu'elle ne te trahisse pas. Seul ton masque doit te servir, alors tu te conditionnes à être impassible. Tu es un mur blanc sur lequel rien n'est écrit, donc le maître ne peut y lire que ce qu'il croit savoir. Grand-mère s'arrêta pour apprécier ce qu'elle venait de nous dire. Peut-être était-ce la première fois qu'elle formulait la chose aussi clairement dans sa tête et pour nous, qu'elle nous laissait un testament, une leçon de vie. Derrière cette promotion, j'allais donc apprendre à distinguer la menace de l'opportunité et, entre les deux, comment toujours tirer mon parti. J'écoutais tout et saisis des bribes de conversation où il était question d'événements en France, du roi emprisonné puis tué, de la guillotine, de la Société des Amis des Noirs, du soulèvement d'un nommé Auger. Et c'est autour de cette table que j'ai appris comment la mort de Macandal avait été préparée. J'ai senti monter en moi un feu à la mesure de la peur des maîtres. Page 100 à 109. Rosaline Grandjean nous a reçus avec un large sourire. C'était une griffe de forte corpulence, dont la poitrine s'offrait comme deux demi-lunes de son corsage blanc à dentelle. De ses yeux émanait une joie qui venait de loin. Son port altier disait l'assurance tranquille de qui, pour avoir tout vu, n'a peur de rien. Grand-mère et elle étaient proches depuis quelques années déjà et échangeaient conseils et recettes pour guérir, éloigner les mauvais sorts et remercier les divinités. Tout comme Marie Laveau, qui était devenue la papesse de la Nouvelle-Orléans, Rosaline avait tout appris de Sainte Sanit Dédé, arrivée de Saint-Domingue. Grand-mère ne s'était jamais adressée à Marie Laveau, lui préférant Rosaline Grandjean, à la réputation moins sulfureuse, au savoir bien moins clinquant et mondain. Décidément, grand-mère n'aimait rien faire comme tout le monde. Souvent, quand on lui disait « Tout le monde porte ce modèle de chapeau », elle répondait « Tout le monde, c'est qui ?» Et elle demandait à mère d'ajouter au chapeau une touche personnelle. À la vue de la grande pièce où Rosaline nous installa, une sarabande d'images me submergea. Rosaline avait reconstitué un puissant concentré de l'univers dans ce carré où des étoffes en cascade tapissaient les murs. Tous les éléments s'y rencontraient. La flamme d'une mèche trempant dans une fiole d'huile, le sabre d'Ogun, une statuette en bois, une bouteille de bourbon entourée d'un mouchoir rouge, le coutelas d'Azaka, les fioles de Badagry, le couteau de Dentor, des roses à Freda dans un vase de cristal, un scarabée dans un bocal bleu et les images pieuses de Saint Antoine de Padoue, de Sainte Claire et de Saint Jacques. Quand elle ouvrit la fenêtre, une légère brise s'engouffra dans la pièce, et les étoffes se soulevèrent comme dans un frôlement d'ailes. Je sentis tout bouger autour de moi. Les murs se rapprochaient, puis s'éloigner, et une conversation muette s'engagea entre les parfums. La flamme, la fleur, les lames et la figurine en bois.
Je m'accrochai au bras de grand-mère pour ne pas perdre pied. Grand-mère et mère me confièrent 3 jours à Rosaline Grandjean, 3 jours durant lesquels je mangeai peu. Je bus beaucoup d'eau avec du basilic et de la citronnelle, et je fus installée dans une chambre étroite, peu éclairée. Jamais Rosaline Grandjean ne m'adressa la parole. Dans son salon, elle reçut des femmes et des hommes venus chercher conseil et réconfort, et de temps en temps tapait elle-même contre un tambour. Au bout du 3e jour, quand je pose un pied par terre, je ne suis pas certaine de marcher sur une terre ferme. Le manque me grandit, m'épure. À l'appel des forces venues de loin, j'avance dans un mystère qui se fait plus proche sans jamais se laisser saisir. Mère et grand-mère sont arrivées. Elles ont salué Rosaline Grandjean en faisant la génuflexion d'usage et la poignée de main croisée. Nous nous sommes regardés comme si nous avions ouvert les portes d'un autre monde et nous nous y reconnaissions. Rosaline Grandjean a placé un pilier en bois au milieu de la salle en guise de potomitan. En entamant un air que grand-mère et mère semblaient très bien connaître, elle a mélangé de la farine de maïs à de la cendre et a tracé le vévé d'Aïzan. Pour la circonstance, grand-mère avait fait venir un tambourineur arrivé de Saint-Domingue au moment de la débâcle des colons. Malgré son âge avancé, il frappa la peau du tambour dans une langue qui me parut de plus en plus audible. Et puis, soudain, j'ai ressenti un objet lourd dans la bouche et je regardais de plus en plus au loin. Et puis, je me suis mise à bouger au rythme du tambour. Rosaline Grandjean me prit par la main et nous avons tourné autour de la grande pièce. Mère et grand-mère fermaient la marche. Je dansais dans une vague montante et descendante. Je n'avais à déployer aucun effort. C'est la vague elle-même qui m'emportait. La vague passait par-dessus ma tête, puis retombait. J'ai avancé le dos légèrement courbé et je me suis mise à parler d'une voix qui n'était pas la mienne, mais celle d'Aïzan. Nous avons rejoint la maison sur un nuage comblé, rassasié. Grand-mère fredonnait tout bas et mère semblait sourire à des anges et moi j'étais encore dans l'incandescence de mon récent voyage. À notre arrivée à la maison, Antonine se précipita pour nous ouvrir. Visiblement, elle nous attendait. Elle avala 3 fois sa salive, reprit son souffle avec difficulté pour annoncer que Maurice Parmentier était sorti de l'hôpital, amoché, très amoché, mais vivant. L'annonce de la sortie de l'hôpital de Maurice Parmentier assombrit cette initiation. Nous décidâmes toutes les 3 d'un autre voyage qui fermerait une boucle, avait dit ma mère, qui te ferait connaître la source, avait renchéri grand-mère. Mère et grand-mère ont organisé mon départ dès que je leur eus avoué mon acte, ne leur épargnant aucun détail depuis les regards de M. Parmentier. Grâce la miséricorde, Dieu de miséricorde, avait dit grand-mère en levant les bras au ciel. Toi, tu as le sang trop chaud, ma petite, mais trop chaud. Il faut quelquefois surprendre l'ennemi par le calme, surtout quand tu n'as pas la loi de ton côté. Toi, tu ne trouves rien de mieux à faire que de foncer tête baissée et de cogner. De la bouche de mère, aucun son ne sortit pendant 2 minutes, qui me semblèrent interminables. Elle me regarda droit dans les yeux. « Il faut que tu partes. » Grand-mère acquiesça et lui demanda d'écrire sur le champ une lettre à Zaza. Comme moi, elle craignait un retournement des événements. Certains détails avaient été épargnés à Sarah Jane. Une fois la lettre écrite, grand-mère me l'a confiée. Zaza va t'accueillir à bras ouverts. Je préviens ton père. 2 jours après, mon père a tenu à longer seul avec moi pour une dernière fois la digue, cette longue allée qui protégeait la ville des inondations. Il aimait particulièrement s'y promener. C'est en se heurtant accidentellement à une jeune femme qui s'était penchée pour ramasser son mouchoir qu'il avait vu ma mère pour la première fois. Il fut frappé par le regard franc de ma mère qui ne voulait pas baisser les yeux et s'apprêtait à poursuivre son chemin.
Elle n'était pas une mulâtresse prête à offrir un sourire racoleur à qui l'avait insultée. Il me rappela en riant à cette rencontre heureuse. Je l'ai poursuivie et je la poursuis encore. Comme lui, j'avais appris à aimer ce lieu où tout ce qui constituait le creuset de la Nouvelle-Orléans se mélangeait. Les familles créoles aristocratiques, les réfugiés de Saint-Domingue, les esclaves, les affranchis, les Amérindiens et les Américains arrivés du Nord. Sur cette allée du quai, Tremé se confondait à Marigny, le vieux carré au nouveau Marigny. Dans le soleil couchant, toute mon enfance s'est éteinte. Je me suis accrochée au bras de mon père pour une dernière promenade, la tête brûlante. J'ai marché à ses côtés. Les odeurs connues, je les ai humées comme une première fois. En passant près des jardins, j'ai écouté les cris des enfants comme ceux de Sarah Jane et moi. Et j'ai imaginé leurs vêtements tachés de fruits ou des restes des beignets qui nous faisaient tant saliver. Je voulais déambuler dans Jackson Square. En parlant de Jackson, le film Michael est sorti en go, 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 go. En fait, on y va. So, on continue. Bourbon Street et Royal Street. Humer le parfum des gardénias et des lilas des Indes. Toute mon enfance a défilé derrière mes paupières. Ce bras était un réconfort qui m'assurait que l'avenir pouvait être une terre promise. J'ai achevé la promenade dans le silence de l'amour, la tête appuyée contre lui. Sur le seuil de la maison, il s'est retourné. « Tu as bien fait de partir. Les choses auraient pu se compliquer. Rassure-moi. Non, rassure-toi, mes affaires iront mieux et surtout, surtout ne change pas. Ne change pas. » Le lendemain, nous nous sommes réveillés à l'aube. J'avais à peine fermé l'œil de la nuit. Grand-mère m'a demandé de m'approcher avec un regard d'admiration, presque comme si une odeur nouvelle émanait de moi, qui disait ma vigueur, mon courage, sa force à elle n'a pas pu faire un barrage à cet amour qu'elle a déversé sur moi ce soir-là. Une digue avait cédé. Elle m'a prise dans ses bras et m'a embrassée. Je l'ai embrassée à mon tour sur le front, là où elle ne sait pas que pousse un jasmin sur ses rides rondes et douces, qui disaient qu'elle était vieille. Puis j'ai embrassé ma mère sur la joue, là où, tous les matins, l'odeur du café s'invitait avec le soleil. Et Sarah, dans les cheveux, pour la citronnelle que nous aimions partager les soirs d'hiver, nous nous sommes rappelé les choses de l'enfance, les maladies surmontées, les extravagances de grand-mère que nous ne comprenions pas toujours, les frayeurs quand la terre d'ici semblait boire toute l'eau du ciel, nos premiers jours d'école chez sœur Marthe Fontier. Mère a dû rappeler 2 ou 3 choses à grand-mère. Elle commençait à oublier facilement. Nous avons parlé de père et de mon amour pour lui. Sur le pas de la porte, je ne me suis pas retournée. Je ne voulais pas les voir pleurer. Dans la voiture cochère qui m'emmenait jusqu'au port, je n'ai pas pu me retenir de verser de chaudes larmes à la pensée de père, qui, à sa prochaine visite, ne me reverrait pas. J'avais devancé le jour et j'avançais dans cette lumière mauve qui reposait sur les arbres. J'ai pleuré en regardant peut-être pour la dernière fois le faubourg Marigny, la rue Sainte-Anne, la rue de Chartres. Accoudé au bastingage du bateau qui m'emmenait au large, je humais l'odeur de la mer et les gouttelettes. Plusieurs fois, j'ai passé la langue sur mes lèvres. C'était l'odeur et le goût des choses inconnues. Le passé gisait en moi, désolé, et j'étais ivre de cette liberté-là qui traçait un chemin. Je ne savais pas où elle m'entraînerait, mais je lui faisais une confiance aveugle. J'étais légère comme dans un rêve. Page 162 à 169. Madame Friedman ferma sa porte, le cœur léger, tandis que Madame Mérisier croulait
sous le poids de ces deux mépris. Elle, si arrogante avec ses voisins, cruelle envers moi, était, devant cette femme, réduite à un ver de terre qu'on pouvait écraser du pied. Impassible, les yeux fermés quelques secondes, je l'ai écrasée dans ma tête, moi aussi. Avais-je aidé le mal à s'accomplir? Je ne sais pas. Toujours est-il que, si je jubilais tout au fond de moi de cette blessure infligée à madame Mérisier, je me suis juré qu'à aucun moment de ma vie je ne laisserai personne me blesser comme cette mulâtresse avait blessé madame Mérisier. Pas même toi, surtout pas toi, Léonard, et tu le sais. Cela fait longtemps, très longtemps, qu'avec moi il ne faut plus jouer au maître. Tu as été mon homme, mon amant, jamais mon maître. J'ai vécu mon passage à l'adolescence sans amour, hormis l'affection d'Idonia. Je n'ai jamais oublié ses sourires, ils me reviennent quelquefois intacts. Et comme il n'est pas bon de vivre sans amour, j'ai fait le compte de mes griefs et de mes envies. Et j'ai décidé d'aimer plus fort en moi tout ce qui offensait les autres. En plus de mes pieds, je me suis mise à aimer ma large bouche, mes fleurs écloses. Non, cette fleur éclose au milieu de mon visage, mes seins qui pointaient sous mon corsage comme deux mangues baptistes, mes cheveux crépus et drus, mon sexe de femme dont je commençais à saisir à la fois la force porteuse et le danger qui le menaçait. Et, par-dessus tout, mes yeux qui fixaient mon silence, qui lui-même couvait tous les noms que je ne prononçais jamais. Je fis de mon silence une arme et rejoignai mon ciel apaisé. Je me suis enfuie de la maison Mérisier avant que la souffrance de madame Mérisier ne m'anéantisse, avant que son fils, qui relouquait mes seins et mon corps tout entier, ne me fasse porter le fruit d'un enfant de la haine. Quand le coupable est le maître, c'est la victime qui paie la faute. J'ai commencé à écouter mon corps, ce qu'il me disait, m'asseoir quelques minutes et l'écouter gémir sa fatigue. Avant de m'endormir, le surprendre qui me murmure des rêves. Et quand Idonia esquisse un sourire ou m'apporte un morceau de pain en cachette, laisser le cœur cogner très fort dans la poitrine et laisser le rire jaillir tête renversée, bouche ouverte. Grande Sémise m'était apparue une dernière fois, debout, la pipe entre les lèvres, les mains sur les hanches. Qu'est-ce que t'attends? Ça waptan? Quand je lui demandai des nouvelles de ma mère, elle enleva la pipe et posa un doigt sur ses lèvres, comme pour me dire de faire silence, qu'elle était désormais dans mes silences, dans mon ciel, et que je ne la reverrais jamais, là, devant moi. Pendant quelques jours, je me suis cru un corps sans force, affaibli, perdu même. Et puis, j'ai compris que désormais, je devais puiser dans mon mouchoir ciel. 2. Je me suis enfuie de la maison Mérisier en plein midi. C'était le dimanche gras. Le carnaval battait son plein. Peu de calèches sillonnaient les rues de la ville pour laisser la place à la foule à pied. La bande des Prussiens, du Morne-à-Tuf, allait affronter la bande Brillant Soleil du Bel Air. J'avais déjà choisi mon camp, celui de la bande Brillant Soleil. Je connaissais déjà les paroles et la musique carnavalesque et la fredonnais depuis des semaines tout à l'intérieur, et je dansais sous mon mouchoir ciel, en frottant le linge, en balayant, en aidant à la cuisine. Je dansais seule tous les soirs, me déhanchant, bougeant les pieds dans le noir avant de m'écrouler sur ma natte, pour rêver de l'effet que ferait ma collerette bleue dans cette jubilation qui serpenterait les rues de la ville. Partir. Une fois le portail franchi sans faire de bruit, j'avais
rejoint la foule en lice et dansai tout mon saule en arpentant la ville avec la bande brillant soleil, les chaussures de Rosette aux pieds, ma collerette, le vieux châle de madame Mérisier, 4 mangues, 2 calimites et un morceau de pain rassis. Partir. Cet événement était le mien. J'habitais tout entière et tout à la fois, la désobéissance aux Mérisiers, la bravade à tous ceux qui leur ressemblaient, l'affront au monde tel qu'il tournait contre moi. Et je riais toute seule, très fort, et je dansais, tantôt les bras levés au ciel, tantôt les mains relevant le bas de ma jupe. Ma joie, comme une goutte d'eau dans un immense fleuve de toutes les autres joies qui me soulevaient, m'emportaient. J'ai pensé au Mérisier, j'ai ri à m'en déchirer la poitrine. Il pouvait bien courir après moi, il ne m'attraperait pas dans cette foule compacte, sentant la sueur des pauvres et l'alcool des jours de fête. Je crois très fort que même la mort ne peut pas m'attraper. Ne peut pas m'attraper. Léonard, mon général, mon amant, mon homme, une fois que tu as traversé un cyclone ou que tu as survécu à un tremblement de terre, tu n'es plus la même personne. C'est peut-être cela, la leçon des cyclones et des tremblements de terre. Faire de toi quelqu'un d'autre. Peut-être as-tu connu ce même sentiment après des combats éprouvants. Tu reviens fourbu d'avoir affronté la mort et tu découvres une toute autre saveur à la vie. La clameur du carnaval remplissait les rues d'une humeur chaude, terrienne, comme les tirs des baïonnettes et les déflagrations des canons qui déchiraient le ciel en morceaux pour annoncer des jours bénis, jours qui ne manqueraient pas de se défaire, pour de nouvelles déflagrations et de nouveaux tirs, comme une roue tournant sans fin. Dans l'après-midi, j'ai vendu mes 2 caïmites et 3 de mes 4 mangues et j'ai mordu à pleines dents dans la 4e, la plus pulpeuse, avec l'argent de cette première vente. J'ai acheté quelques citrons que j'ai vendus dans un quartier éloigné du marché le 3e jour, le mardi gras. Puis je me suis mêlée à la foule jusqu'à fort tard. Quand je me retrouvais seule, nez à nez avec des hommes regroupés en meute, je rejoignais des filles amazones que les meutes n'effrayaient pas. Je ne savais pas exactement où j'allais aboutir, ni dans quel état. Mais je me disais que je devais avancer, que c'était cela, ma vraie vaillance, mon seul courage. Avancer. Avais-je peur? Tu m'as posé cette question chaque fois que je reprenais le récit de cette fuite, et je te répondais invariablement, certainement. Mais tu le sais bien que depuis que j'avais quitté mon lieu de naissance, je ne me suis jamais sentie à l'abri. Et qu'arrive-t-il quand on ne se sent plus protégé et qu'on ne se sent plus à l'abri? On laisse la peur nous emmener dans les mâchoires de la mort, où on s'abandonne au courage pour les desserrer. Mon courage était mon ciel. J'ai gravi les nuages pour avancer. J'étais aux commandes de ma vie. Dans la nuit, j'ai rejoint les femmes du marché. Elles m'ont fait une place à leur côté et m'ont offert de la tisane à l'anis et du pain. Puisque les citrons m'avaient rapporté des sous, j'en achetai encore au réveil. Je n'ai pas mis longtemps à vendre ma marchandise tout en suivant la bande du brillant soleil. Je posais sur les passants un regard obstiné que mon sourire atténuait, mais n'effaçait pas. J'ai caché mon maigre pécule dans un nœud que j'ai fabriqué au bout de ma jupe. Des questions tournaient dans ma petite tête de 12 ans. Quoi acheter pour revendre? J'ai erré dans les rues avoisinantes, puis je suis revenue au marché, tout près des femmes. Je me sentais bien, assise tout près d'elles, comme je l'aurais fait avec ma mère, tante Servancia ou grande Sémise. Quand la faim et la soif m'ont fait ce regard qu'elles connaissaient bien, elles m'ont donné à boire et à manger. Viens manger, toi. On voit tes os sous ta peau. Avale-moi ce bout d'igname et ce morceau de hareng. Le lendemain du mardi gras, la marchande la plus opulente, la reine des lieux,
qui tenait le plus grand commerce de détail, s'est approché de moi et m'a dit: Toi, tu viens vivre chez moi et tu me raconteras tout ce qui t'est arrivé. Tu as les yeux qui cachent quelque chose. C'était un mercredi des cendres et, comme beaucoup des femmes du marché, elle affichait de la cendre sur son front comme une décoration. Viens, approche-toi. Et elle m'en a mis un peu sur le front. Cela te portera chance. Suis-moi. D'instinct, je la suivis, tentant d'accorder mon pas au sien, bougeant la tête de droite à gauche au rythme d'un chant intérieur, et puis, tout en poursuivant sa marche, elle se présenta. Je m'appelle Madame Belfort. Tu m'appelleras Manjo. C'est comme la contraction de Maman Jo. Maman Jo. On pourrait dire Joe, mais tu vois, on essaye de prendre un peu l'accent des gens, quoi. Maman Jo ou Maman Jo, comme tu veux. Allez, on poursuit. Léonard Manjo était une maîtresse femme que tu as connue quelques années plus tard. Une reine. Dans mes haillons, j'ai marché à côté d'elle comme une princesse, les pieds touchant à peine le sol dans mes chaussures usées. Nous habitions non loin du quartier des Américains. Certains, noirs d'Amérique, séduits par l'idée de vivre dans un pays de noirs, dirigé par des noirs, s'installèrent dans une partie de la ville. J'aimais les écouter parler. J'avais l'impression d'entendre des wa et des ings dansant au cœur des mots. J'observais leur démarche comme un déhanchement tranquille et Manjo m'avait raconté comment elle avait pleuré la mort de John Brown et assisté avec eux, mêlée à la foule intense, à la messe officielle pour honorer la mémoire du célèbre abolitionniste à la cathédrale de Port-au-Prince. Ma curiosité me rapprocha d'une voisine, Madame Wright, qui m'initia au repassage impeccable des vêtements. Madame Wright était arrivée avec des fers à repasser de toutes les dimensions et nous étions tous médusés de son savoir-faire. Les militaires, soucieux de la présentation impeccable de leurs uniformes, fréquentaient assidûment son atelier. Indépassables dans l'art de rendre leur éclat à la veste à revers fermée sur toute la longueur par la rangée de boutons, au col qui enserrait le cou du dolman, la veste du dolman, la veste plus courte chez des cavaliers. Nombreux étaient dans cette ville belliqueuse ceux qui rêvaient de porter des galons ou de se faire attribuer un grade. À croire que ce sont les uniformes qui font les hommes avant même leurs exploits sur les champs de bataille. L'atelier de Madame Wright ne désemplissait pas. Elle devint la blanchisseuse attitrée des plus grands de la ville. Les femmes lui confièrent bientôt, elles aussi, leurs vêtements. J'appris tout d'elle et j'en fis un métier. Si j'allais à l'église avec Manjo, très vite, je l'ai accompagnée à un service tous les ans chez un Ougan du côté de la rivière de Mariani. Je refaisais dans l'autre sens une partie du chemin qui m'avait amené jusqu'à Port-au-Prince. La première fois que je me rendis à ce péristyle, les images de la route sont remontées, fraîches, claires, de leur nuit en moi. J'ai emmené mon chagrin dans un mouchoir ciel pour que l'on soit seuls tous les deux. La première visite de ce Ougan me renoua aussi à mon pacte ancien avec les divinités de l'eau. J'avais été choisie et je l'avais oublié. Une fois au bord de la rivière, la même irrésistible force m'a attirée vers ce bleu de l'eau, cette grâce humide désordonnée. Mon ciel ouvrait ses portes à un infini bien plus grand, bien plus ancien. Je m'en allais heureuse et émerveillée de ce que je voyais. J'entendis résonner mon nom vaillant. J'eus l'impression de vivre de brèves éternités, à croire que j'avais déverrouillé le temps. Je ne fus ramenée à moi-même que quand je sentis le bras vigoureux d'un homme me saisir par la hanche et me traîner jusqu'au bord de la rivière. Mais il fit plus que me ramener. Il a voulu sentir mes seins et le haut de mes cuisses sous ses doigts. J'étais déjà très loin du lieu où se tenaient Manjo et les trois Unsi.
Je regardais Manjo comme si je revenais d'un voyage de quelques semaines dans un pays lointain. Manjo, j'ai fait un long et magnifique voyage et j'ai rencontré, elle m'a prise presque de force des mains du Ougan et m'a embrassée et bercée. Tu n'es que plus forte. Retiens tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, retiens pour toi-même. Nous étions d'accord que des événements arrivent par les 4 points cardinaux, qu'il y a des chemins sous les eaux, dans les airs, au cœur du feu, dans le sein de la terre, que les dieux veulent autant nous approcher que nous voulons nous aussi le faire. Nous le croyons et regardions avec peine ceux et celles étrangers à cette connaissance-là. Quelques jours plus tard, je dis à Manjo, Manjo, est-ce que tu sais que ce monsieur, tout ougan qu'il est, m'a touché les seins et l'entrejambe avec insistance? Manjo a gardé un profond silence, puis a parlé des ventes du jour. J'ai compris plus tard qu'il y avait toujours dans ce monde une robe de femme jeune ou moins jeune à retrousser. Et, de son poids immense, le silence recouvrait tout, et le monde reprenait sa course. Quelques mois plus tard, elle se fit livrer une belle et imposante armoire qu'elle plaça dans le couloir menant à sa chambre. Quand je lui demandai à quoi elle allait servir, elle me répondit que désormais nous allions régler seuls nos affaires avec nos divinités. Et depuis, nous leur avons fait une belle place sur les étagères de cette armoire dont nous avions seuls la clé. Avec Manjo, j'ai appris à être moi-même. Avec Manjo, j'ai appris à être moi-même, à aimer mon rire qu'elle s'amusait à provoquer à la moindre occasion, à ne pas laisser crucifier mon âme. J'appris Port-au-Prince, ses croyances, ses codes, de pouvoir et d'argent, de couleur de peau de ceux qui ont et de ceux qui n'ont pas, ses convulsions, ses clameurs et tout ce qu'elle taisait. Et puis Manjo m'a appris à parer les coups, à en asséner au besoin. Souvent, elle me répétait, ta vraie force est que tu sais rester silencieuse. De longues heures, c'est ta force. C'est ta royauté secrète, ta souveraineté. Et c'est très bien, mais n'exagère pas. Manjo me trouvait trop secrète, trop souvent silencieuse. Elle me disait que c'était tout de même un atout, car nous les petites, les toutes petites gens, devions savoir jouer de tout. Page 192 à 193. Les hommes sont comme les malfinis qui attaquent les poulaillers. Je sais, Manjo, tu me l'as dit plusieurs fois. C'est tout. Je ne te dirai rien de plus. Tu es assez grande pour te défendre. Je me souviens encore de cet après-midi dans cette maison discrète, logée dans une impasse fleurie, prêtée par un de tes compagnons d'armes, où sans rien dire, nous avons scellé un pacte silencieux. Nous nous étions compris dans ce silence comme si nous avions crié de toute la puissance de nos poumons. J'avais cette envie de connaître de plus près l'odeur de ta force, le goût de ta bouche, la douceur de tes mains. Moi seule pouvais t'aimer de cette façon-là, à ce moment-là et pour toujours. Je voulais savoir ce que ce corps que je désirais tant pouvait me faire ressentir, ce que moi je lui tirais. Pour la première fois, ma peau comprenait une langue farouche, inconnue, douce, et je t'ai suivi très loin dans mon vertige, comme j'avais suivi cette divinité au bord de la rivière Tigodette, ou Tigodet, ou à la rivière de Mariani. Et j'ai touché jusqu'à ta sève, là où tu gardes ce qui n'appartient qu'à toi. Dans ces profondeurs que j'ignorais, je frôlais les astres, le feu, la glace. J'étais astre, feu et glace. Et puis, mon homme, tu es revenu de très loin pour goûter avec moi le sommeil des amants. À mon réveil, j'ai ri en fermant les yeux. Tu m'as demandé mon prénom et je t'ai demandé le tien, que je connaissais déjà. Mais pour te taquiner, je t'ai toujours appelé mon général. Et tu avais décidé que le surnom Reine, plus doux que le prénom Regina, me conviendrait tout à fait.
Tu m'as tenu par le bras pour que je reste encore un peu. J'ai levé l'index et t'ai répondu sans broncher que je partais. Non, je m'en vais. Toi, habitué à donner des ordres, tu fus surpris. Je n'étais ni un soldat de ta garnison, ni une domestique, pas encore ta maîtresse, encore moins ta femme placée. J'étais femme, jeune et libre. Je crois avoir aperçu Grande Sémise debout aux portes de mon ciel qui me fixait avec attention, sa pipe entre les lèvres, et ma mère, médusée, assise sur un nuage à son côté, les plis de sa robe entre les jambes. Je leur souris, les yeux perdus au loin. Quand on me demanda à quoi je pensais, je t'ai répondu: je ne pense pas, je souris. Ton désir était plus qu'une faim. À chaque rencontre, tu m'as accablé de douceur. Je chutais dans le puits lumineux du plaisir. Page 198 à 206. Son arrivée dans cette ville était entourée de mystères, d'autant plus qu'elle était belle à faire pâlir le jour. Et il n'était un secret pour personne qu'elle visitait régulièrement un péristyle du côté de l'Artibonite. Certains ont même affirmé qu'elle n'était pas arrivée comme une passagère d'un navire, mais qu'elle avait fait le voyage sous l'eau, aidée par Aïda Wedo. Cette obscurité de ses origines me la rendait proche, tellement proche. Élisabeth Dubreuil, magnifique quarteronne, arrivée de la Nouvelle-Orléans, et Regina Jean-Baptiste, ayant vu le jour dans cette bourgade reculée entre la plaine de Léogane et la ville de Petit Goâve. Lorsque tu ne venais pas, je n'imaginais rien, absolument rien. Nous ne vivions pas sous le même toit. Pourtant, nous étions ensemble. Tes amis n'ont jamais vraiment compris tes sentiments envers moi, ton attachement à moi. Certains s'étaient même éloignés de toi, arguant que tu avais le sang sale, le sang de ceux qui ne respectent pas leur rang, se souillent avec des femmes comme moi. Je ne manquais pas d'éveiller la curiosité sur toute ma personne. Dans mon entourage, on évoqua mon pouvoir occulte et mon aura avait grandi aux yeux des proches qui admiraient mon butin. Chacun inventa la composition d'un filtre dont j'avais le secret. Léonard Corvazo, nous avons occupé leur esprit et nourri leur conversation durant de longues années. Je m'accommodais de mes contradictions. Je ne voulais pas gaspiller mes forces à réduire ce qui ne pouvait l'être. J'ai avancé dans ce trouble de mon bon ange. Ce qui me liait à toi ne tenait ni du calcul ni de la faiblesse. Je traitais avec toi d'égal à égal dans le désir, dans la joie, dans les épreuves. Quelquefois, je me disais qu'avec toi, j'avais baissé les bras, que je n'avais pas mesuré la puissance des éruptions de la chair, que j'avais renoncé à empêcher la machine du monde d'avancer comme elle voulait contre moi et tous ceux qui me ressemblent. Qu'à part les saints et les héros, peut-être que tous et toutes, nous voulons appartenir au monde des vainqueurs, que, au fond de nous, nous croyons à leurs merveilles inventées, que tu étais peut-être une de ces inventions et que j'étais tombée dans le piège. As-tu été un mirage, Léonard? Toute ma personne avait toujours été un refus, mais peut-être n'ai-je pas été capable de porter sur le dos, à moi seule, le poids d'un peuple, le destin d'une nation. Peut-être avais-je abdiqué? Quand il m'arrivait de me rendre chez des clients de la haute ville, je savais que, derrière des persiennes, des yeux collaient à ma peau. Je promenais ma nuit en plein midi et je me découvrais plus éclatante que tous les soleils avec mes hanches à leur place, mes yeux qui ne sillaient pas et mes lèvres gourmandes, généreuses. Tranquille, je ne marchais que plus lentement. Quelquefois, l'envie me saisissait de soulever légèrement le bas de ma robe sur ma jambe luisante et noire pour enlever mes chaussures et marcher pieds nus. Question de leur rappeler d'où je venais, pour leur donner le temps de faire monter leur mépris ou leur colère de leur ventre à leur bouche, ou d'enflammer
leurs pupilles. J'ai même vu des doigts pointés vers moi. À l'intérieur de moi jaillissait un grand sourire. Non, un grand rire. J'étais une sorcière et je me répétais tout bas, allez ma Régina, tu avances, tu avances. Emmène ta joie prendre l'air. Avant la naissance de Marianne, notre fille, j'ai déménagé dans une maison plus grande. Tu tenais à ce que ton enfant grandisse dans un quartier de ni riche ni pauvre. Et puis, tu as posé l'oreille contre mon ventre et tu as écouté remuer cette créature fragile avant de la voir le faire sous tes yeux, attentif à ses premiers balbutiements, inarticulé, inquiet et heureux de regarder ses premiers pas maladroits. Tu as veillé sur ses premières fièvres et veillé à son apprentissage du français à l'école. À chaque fois que tu arrivais, Marianne s'élançait et tu la pressais contre toi, la tenant à bout de bras au-dessus de toi et tu la faisais tourner. Et elle riait jusqu'à s'étouffer quelquefois. Avec la naissance de ta fille, tu as abandonné la rudesse de celui qui commande, les ruses de l'amant qui séduit. Il y avait désormais une flamme qui tremblait dans ton regard quand tu attendais les notes à l'école ou que tu l'interrogeais quand elle couvait un chagrin que tu devinais, quand tu cachais les deux mains derrière le dos, des sucreries ou un jouet. Marianne est d'une douceur infinité et tout en rondeur. Je la voulais ainsi, plus apaisée que moi. Elle n'avait pas été touchée par les rugosités du monde qui m'avaient obligée à serrer les dents et laisser peu d'échapper vers la douceur. Et je contemplais cette enfance qui oubliait la rudesse du monde, cette première enfance que je n'ai pas connue. Et je mesurais la chance de Marianne. Chapitre 5, donc de la seconde partie du livre. J'ai croisé ta mère, Elisabeth Dubreuil-Corvazo. Pour la première fois à la rue Courbe, j'ai tourné les yeux dans ma direction, à examiner son regard. J'en ai déduit qu'elle savait que son fils avait une femme placée. La femme placée que je suis la regardait à son tour, sans effronterie, mais sans honte, et avec assez d'assurance pour qu'elle ne franchisse pas ce trait de feu que j'avais depuis longtemps tracé autour de moi. En deçà de ce trait, je me suis toujours tenue seule. C'est là, dans ce cercle, que je promène ma joie comme mes douleurs, mes prières aux invisibles comme mes interrogations, comme ma faim de toi. Je sais que tu as tracé ton cercle à ta façon et que tu fréquentes un péristyle non loin de l'habitation Jumécourt, dans la plaine du cul-de-sac. Elisabeth Dubreuil-Corvazo a peut-être vu en moi ce jour-là une semblable, une sœur échappée de la prison des conventions, qui, même quand elle est adossée à l'enfer, ne se retourne pas et provoque la vie comme dans un jeu, qui bifurque de nuit comme une rôdeuse et le jour prend les chemins des traverses, s'aventure là où on ne l'attend pas. J'ai continué mon chemin et, à quelques pas, je me suis penchée sur l'étal d'une marchande de fruits, comme à l'accoutumée. J'ai acheté tes fruits préférés, corosol, papaye et mangue. Elle a dû comprendre ce jour-là que son fils n'était pas tombé dans un piège, mais qu'il venait pour franchir ce trait de feu, pour tenter de se promener sur mes terres, et que je l'y accueillais comme un visiteur qui ne s'annonce pas et qui vous enchante. Jamais je n'ai évoqué cette rencontre ou les quelques autres avant toi, avec toi. Toi, tu me tenais au courant de tant de choses la concernant, et comme pour donner une assise à tes propos sur elle, quelques mois après sa mort, tu m'as lu la première lettre que sa mère lui avait écrite après son arrivée dans notre île. Tu as gardé ces lettres comme des reliques précieuses. Un après-midi, tu m'as prié de m'asseoir sur la galerie et tu m'as demandé de t'écouter avec attention. Je vais te lire une lettre envoyée à ma mère par ma grand-mère, Camille Dubreuil, que je n'ai pas connue. Écoute et tu comprendras mieux. La Nouvelle-Orléans, le 18 octobre 1838. Chère Élisabeth,
Ta lettre m'a fait un effet qui dure encore. Tu nous as soulagés, ton père, ta grand-mère, ta sœur et moi. Nous avons lu et relu ta lettre. Nous avons le sentiment que tu es ravi d'avoir pris cette décision de partir t'installer sur cette terre qui a vu naître ta grand-mère. On entre dans cette baie comme dans la bouche ouverte d'un animal marin. Le débarcadère grouillé de monde, nous as-tu dit. Mais pour qui vient de la Nouvelle-Orléans, il n'y avait pas de quoi être effrayé. Nous avons bien ri en lisant ces mots de toi. Le cocher à qui tu as indiqué l'adresse inscrite sur le papier t'a conduite à travers des rues plus sales que celles de chez nous. Les hommes et les femmes arrivés de la campagne pieds nus, mouchoirs noués autour de la tête, occupent les rues avec des étals grossièrement installés, tandis que des dames se promènent sous leurs ombrelles, avec des robes de gaze d'Italie, de mousseline anglaise ou d'étoffe de lion et des pèlerines de satin. Les messieurs déambulent en pantalon de casimir et veste de velours. Dans les maisons bourgeoises et étrangères s'est développé le goût pour un ameublement des plus raffinés. Mais ce que tu as vécu ces jours derniers sur cette terre soulève de grandes interrogations. Tu as la certitude que le code colonial règne encore, mais avec de nouveaux maîtres. Il y a dans cette ville, dans cette île, quelque chose à la fois de grandiose et d'inachevé. On y respire un air unique de liberté, mais l'inachevé nourrira des luttes à venir. Pas moins de 4 présidents, nous dis-tu, se sont succédés, tandis que le Cap haïtien et Port-au-Prince ont été secoués par 5 incendies, 2 explosions de forteresses. Les désastres naturels ne sont pas en reste entre tremblements de terre et inondations. Grand-mère est restée très pensive en nous entendant lire ta description si minutieuse de la ville, des habitants et de leurs mœurs. Zaza, l'amie de grand-mère et sa fille Ninon t'attendaient. Comme elle l'aurait fait d'une parente qui revenait à la maison, Mathilde avait dû elle aussi entretenir le souvenir. Cela fit chaud au cœur de grand-mère de l'apprendre. Elle t'avait préparé des pâtisseries délicieuses, des vendeurs ambulants les vendent en arpentant les rues. Nous ne sommes guère étonnés d'apprendre que tu as tout de suite voulu te prendre en main en confectionnant des pralines et que tu as repéré un restaurant réputé, celui de l'Américain Hepburn, qui très vite a placé des commandes non seulement de pralines mais aussi des plats louisianais. Ceux et celles qui fréquentent ce lieu sont les mêmes qui vont au théâtre, lisent les journaux, se font photographier au daguerréotype et pratiquent l'escrime, dis-tu. Et puis, il y a ceux et celles arrivés de la campagne et qui, d'après toi, ressemblent à ta grand-mère, n'est-ce pas? Là, on va finir avec les pages 218 et 219. Derrière les persiennes des maisons avoisinantes et sur le pas des portes, ce lit avait fait jaser plus d'un. La négresse Regina a bien de la chance. La négresse Regina tient le grand général par une décoction magique qui fait le sexe unique. Et que sais-je encore? J'ai laissé jaser tout le monde, tout ce monde. J'ai construit un barrage solide contre toute personne qui voulait me définir, me figer dans des mots. Je les ai laissés dire. Je suis décidément une ogresse silencieuse de la vie. Je suis vieille aujourd'hui. On n'arrive pas à cet âge sans avoir perdu, beaucoup perdu. Mais j'ai dévoré les jours avec appétit et patience. J'ai tout englouti, l'accablant, le terrible, en versant par-dessus la jouissance ensoleillée, la joie d'un repas, le sourire d'une amie, me contant une bonne vente, le regard de ma fille, celui de ma petite fille, la force d'être entre ces murs, cher maître, chère maîtresse, et toi. Je me suis défaite de mon mouchoir ciel. Je vais vers le ciel. Je ferme les yeux. Je vais te revoir, toi, mon homme, mon amant, mon général. Il n'y a plus qu'un rideau de nuages entre nous.
Je l'ouvrirai sous peu. Mes mains traînent, oubliées au bord du lit. Marianne et Fanny en tiennent chacune une. Tantôt la caressent, tantôt y posent leurs lèvres. Marianne et Fanny pleurent en silence. Je respire difficilement. La douleur du côté droit se fait de plus en plus insupportable. Lèvres entr'ouvertes, je râle. Une vomissure noire coule de mes lèvres. Je ferme les yeux sous le regard d'effroi de mes proches. Je ne les ouvrirai plus. Je n'en ai plus la force. Je ne cherche plus les preuves de ta présence dans cette chambre, ton odeur dans ces draps, le passage si ancien du plaisir. Il fait noir. Tout est déjà tombé dans le gouffre des jours. Là où il n'y a ni avant, ni après, ni ici, ni là-bas, me voilà sans âge, légère, nue face à la mort qui ne tardera pas. Mon général, mon amant, mon homme. Fin de l'histoire.